celui-là, c'est pas Ah, ok. Ok, donc je vais vous parler d'un système. D'un système à jachère longue dans les forêts tropicales. Et ce type d'agriculture, l'agriculture itinérante sur brûlis à jachère longue, a mauvaise presse. Il est considéré peu productive, consommatrice inutilement de l'espace et détruisant la forêt tropicale, contribuant à l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, depuis longtemps, il y a un programme piloté par plusieurs organismes internationaux pour chercher des alternatives à l'agriculture itinérante sur brûlis à jachère longue. L'agriculture itinérante sur brûlis à jachère longue est considérée comme une de ces cases grises là, soi-disant wildlife friendly farming, qui par son extension rogne sur les deux côtés la nature qui est préservée et l'agriculture plus intensive à plus fort rendement. Donc il y a dans ce débat entre land sparing et land sharing, il y a beaucoup qui pensent que ce type d'agriculture est destructif, doit être remplacé, que ce type d'agriculture est destructrice et doit être diminué en faveur de high yield farmland, plus intensif, qui épargne la nature. Mais malheureusement, souvent, ça ne marche pas exactement comme ça. D'abord, il faut discuter des mécompréhensions dans ce domaine et aussi des amalgames qui ont été faits. Il ne faut pas confondre, par exemple, l'agriculture itinérante sur brûlis à jachère longue qui tourne en cycle, plus ou moins en équilibre, quand les ressources et la population le permettent, et une agriculture sur front pionnier en déséquilibre. Pendant longtemps, le débat a tourné sur une question qui peut-être n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que l'agriculture itinérante sur brûlis dégrade le milieu? Beaucoup d'études pour et contre. Le résultat en fin de course semble être match nul. Et quand on compare l'agriculture itinérante sur brûlis à des forêts primaires, certes, il y a quelque chose qui est perdu quand les forêts primaires sont remplacées par des parcelles d'agriculture itinérante sur brûlis. Mais la question posée évolue maintenant. Est-ce que l'agriculture itinérante sur brûlis contribue, confère des bénéfices par rapport aux autres alternatives qui, dans la plupart des cas, ne sont pas de forêts primaires, mais de type d'agriculture plus intensive. Et donc, il y a plein de bénéfices qu'on ne voit pas de l'agriculture itinérante sur brûlis qui ne sont pas pris en compte par beaucoup de monde. Là, c'est un livre qui vient de paraître. Je n'ai pas encore pu mettre mes mains sur une copie. J'ai lu que sur les bribes, mais c'est un énorme travail avec 52 chapitres dont les auteurs mettent en exergue tous les bénéfices que l'agriculture itinérante sur brûlis peut conférer par rapport à d'autres types d'agriculture. Le stockage de carbone, des services écosystémiques comme la régulation de cycle hydrologique, la biodiversité et la subsistance et le bien-être des populations rurales. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'agriculture itinérante sur brûlis? Un travail de synthèse est paru il y a 2 ans. Et l'agriculture itinérante sur brûlis est surtout remplacée dans certains endroits du monde par des cultures de rente, y compris les biocarburants. Et l'agriculture itinérante sur brûlis reste important où il y a encore une stratégie de multifonctionnalité des écosystèmes, ou là où l'intensification n'est pas un choix viable. Donc l'agriculture itinérante sur brûlis donne lieu à des modes, est remplacée par des modes d'utilisation des terres plus intensives, et il y a une augmentation des revenus constatée dans la plus... Oui. Et si on peut bouger ça. Ouais. OK, il y a une augmentation des revenus, mais il y a aussi plein d'inconvénients qui accompagnent la perte
ou la diminution de l'agriculture itinérante sur Brûlis. Une perte de capital social humain, une déforestation permanente, plus d'érosion, diminution de qualité de l'eau et des sols, etc. Et donc, les dynamiques sont différentes dans différentes parties du monde, mais il ne faut pas chercher loin pour voir que souvent le destin de l'agriculture itinérante sur Brûlis, ce qui le remplace, ça n'amène pas toujours à une issue très favorable. Donc, ce que je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est d'abord les fonctions de la jachère forestière, la bonne utilisation des jachères longues, avec quelques exemples, comment gérer la jachère pour accélérer la reconstitution de la végétation. Et après avoir fait l'éloge de l'agriculture itinérante sur Brûlis comme système traditionnel ancestral, je vais poser la question en Amazonie, est-ce qu'elle est vraiment si ancienne que ça? Et après, je vais fermer la boucle en vous parlant d'une innovation autochtone pour compenser le raccourcissement des jachères qui peut-être nous amène à un système plus ancien. Donc, les fonctions de la jachère, ce qui est raconté le plus souvent, c'est la reconstitution du capital de nutriments dans la biomasse. Ça, on le voit partout. Avec le raccourcissement des jachères, il y a peur que le sol diminue en fertilité, mais en fait, le parcelle est souvent abandonné, entre guillemets, longtemps avant, on peut constater une diminution de la fertilité. La raison proximale pour l'abandon, le choix de quand est-ce qu'on abandonne la parcelle est souvent le travail excédent qu'il faut faire pour éliminer les mauvaises herbes. Mais le jachère est loin d'être uniquement une simple période de repos. Parce que la jeune forêt secondaire fournit des ressources qui sont différentes de celles des forêts plus matures. Il faut voir l'agriculture comme une composante d'un système multifonction où l'agriculture est en complément d'autres activités de subsistance, la chasse, la pêche, la cueillette, etc. Et donc cette multifonctionnalité, comment l'agriculture est insérée avec d'autres activités qui donnent à ces systèmes leur résilience. Et comme je vais vous expliquer maintenant dans les quelques exemples qui suivent, comment et pourquoi les jachères fournissent des types de ressources qui ne sont pas présents dans les forêts plus matures. Pourquoi c'est différent? Parce que les plantes de la végétation perturbée des jachères, les plantes de ces stades précoces de la succession, ont des stratégies écologiques qui sont très différentes de celles des forêts matures. Par exemple, si on regarde un axe majeur dans l'évolution des stratégies écologiques des plantes, la disponibilité des ressources. Là, quand des ressources critiques sont présentes en faible quantité, que ce soit l'eau, la lumière, des minéraux, quand les ressources critiques sont en faible quantité, ça va favoriser des plantes qui ont des défenses élevées. Pourquoi? Parce que quand les ressources sont difficiles à ramasser, le coût pour remplacer les organes qu'on a fait avec ces ressources est plus forte à la plante. Il devient plus difficile à remplacer ce que la plante peut ramasser dans un milieu pauvre en quelques ressources. Et ça amène à un type de stratégie écologique qu'on voit dans beaucoup de dimensions de la plante, qui s'appelle une stratégie de conservation des ressources. Là, des plantes qui vivent dans ce milieu ont des stratégies qui axent sur protéger ce qu'ils ont déjà accumulé. Tandis que là, quand les ressources clés sont en forte disponibilité, il n'est pas aussi coûteux à la plante pour remplacer s'il y a perte due à un organe qui est perdu aux herbivores, aux ravageurs, ou simplement à une durée de vie courte. Ce coût est plus faible et donc l'évolution, la sélection naturelle va
favoriser des plantes qui ont une stratégie d'acquisition de ressources, mettre tout dans la croissance et moins d'investissement dans la défense. Et on voit ça dans beaucoup de traits de la plante. Et c'est les plantes adventices et pionnières de la jachère sont les plantes qui ont le plus une stratégie d'acquisition de ressources. Donc, dans le taux de croissance, il y a une grande différence. La durée de vie des plantes, la durée de vie de leurs organes, comme les feuilles, les racines, le bois, etc., diffère entre ces deux types de stratégies. Et donc, aussi, l'investissement dans les mécanismes de défense varie aussi. Et à droite, stratégie d'acquisition des ressources, c'est là où se rangent les plantes adventices et pionnières des jachères. Et donc, qu'est-ce que ça donne en gros? Là, deux exemples cartoon. Une plante dans un désert, un succulent, où il y a peu d'eau, où il y a peu de matière organique dans le sol, où il y a des structures dont la durée de vie est très longue et sont très protégées par des mécanismes mécaniques et chimiques. Et sur la droite, dans les milieux riches en lumière, en eau, en autres ressources, là, on a des plantes herbacées aux arbres pionniers qui ont fort taux de croissance, à des feuilles et autres structures qui sont jetables, qui ont une durée de vie courte. Et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les agriculteurs ou les gens qui utilisent ces espaces? D'abord, il y a une différence dans la productivité, faible d'un côté et forte sur l'autre. Mais il y a aussi une grande différence dans le destin de cette production primaire. Pour les plantes avec une stratégie d'acquisition de ressources, la proportion de la production primaire qui est capable d'être digérée par les herbivores et qui va passer dans la chaîne trophique des herbivores au lieu de la chaîne trophique des détritivores est plus élevée. Donc, une productivité secondaire dans la chaîne herbivore plus forte pour les plantes avec cette stratégie d'acquisition des ressources. Et donc, cette jeune forêt secondaire va fournir souvent beaucoup plus de ressources que dans une utilisable pour l'homme que dans un espace de forêt primaire. Pour la chasse, par exemple, même encore des plantes qui ont une stratégie d'acquisition de ressources même encore plus poussée que les adventices et les arbres pionniers, c'est les plantes cultivées eux-mêmes. On les a sélectionnées comme ça pour avoir une stratégie d'acquisition de ressources. Et donc, ils sont très attirants pour les ravageurs. Et un mécanisme que les gens travaillant dans ce système d'agriculture ont souvent, c'est garden hunting, c'est-à-dire ils utilisent leurs sources de calories pour attirer des sources de protéines, et c'est souvent les champs et les jachères qui sont les principaux terrains de chasse. La jeune forêt secondaire des jachères fournit aussi des ressources uniques pour la cueillette des plantes alimentaires. Et certaines plantes importantes se trouvent uniquement dans ces jeunes forêts secondaires. Je vais vous donner un exemple des ignames dans les forêts d'Afrique centrale. Il y a trois différents types d'ignames dans ces forêts. Il y a des ignames toxiques, aux très fibreux, qui ne sont pas utilisables par l'homme, au moins pas pour l'alimentation. Et il y a des plantes, des ignames à tubercules comestibles, des pérennes d'un côté et les ignames à cycle annuel sur l'autre. Je vais focaliser sur les ignames à cycle annuel parce que c'est elles qui sont le plus importants dans les jeunes jachères. Les ignames sont des plantes complètement folles, surtout dans une forêt tropicale. Imaginez-vous, un igname, c'est une géophyte, c'est-à-dire il y a une partie de l'année où il n'y a que le tubercule qui persiste. C'est une plante héliophile qui ne peut pas vivre dans le sous-bois, et c'est une liane. Et son cycle de vie est fou. La saison sèche,
il y a uniquement le tubercule. C'est quoi la fonction de ce tubercule pour la plante? C'est de fournir le carburant pour que la plante puisse grimper aussi rapidement que possible jusqu'à la canopée. Parce que c'est uniquement où elle va trouver suffisamment de soleil pour faire de la photosynthèse. Et qu'est-ce que la plante fait avec ses produits de photosynthèse? Première chose, il restocke son tubercule pour qu'il puisse faire le même voyage l'année prochaine. Et s'il a un peu de rab, il fait de la reproduction sexuée. Et donc, le cycle de développement d'une espèce d'igname à cycle annuel, juste avant la saison de pluie, il démarre. Et le principe, c'est de tout miser sur le traversée le plus rapide que possible du sous-bois ombragé. Parce que les feuilles ont besoin de beaucoup de lumière et ne peuvent pas survivre dans le sous-bois. Et comment elle fait ça? Ce traversée du sous-bois est fait par une phase soi-disant à fil, c'est-à-dire il n'y a pas de vraies feuilles, il y a uniquement des cataphiles, des feuilles réduites en écailles, qui ont des bourgeons axillaires à chaque paire de cataphiles. Et donc, le jeu de la plante, c'est d'arriver à la canopée aussi rapidement que possible, c'est-à-dire en pas faisant de feuilles qui seraient inutiles dans le sous-bois, en pas faisant de ramifications, en poussant, en misant tout sur un méristème apical. Comment protéger ce jeune tissu apical durant sa marche jusqu'à la canopée? Les cataphiles de la région apicale produisent du nectar. Ils sont constamment, 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, patrouillés par les fourmis. Et si la plante a de la chance, après quelques semaines, il arrive à la canopée et là, il peut commencer à restocker son tubercule pour faire exactement la même chose l'année prochaine. Donc, il y a des ignames à cycle pérenne. Il n'y a pas tous les ignames qui font ce voyage tous les ans. Les ignames à cycle pérenne, ils habitent dans les forêts matures, avec une canopée très très haute, jusqu'à 40-50 mètres, et ils sont rares. Et ils ont des tubercules qui peuvent atteindre jusqu'à 200 kg sous une lignoturbure, lignotubercule incomestible, jusqu'à 200 kg de tubercule qui va donner le carburant pour cette marche vers la canopée. Mais là, ils ne peuvent pas être exploités trop rapidement, trop fréquemment, parce que si on enlève la plante sur carburant, il ne va jamais pouvoir atteindre la canopée qui a lieu à 40 ou 50 mètres plus haut. Ce que les gens utilisent comme source calorique, c'est plutôt les ignames à cycle annuel, comme Dioscorea praeensilis. Et ces ignames annuels, ils sont abondants, beaucoup plus abondants que les perennes, mais ils sont abondants uniquement dans les anciennes jachères où la canopée est plus basse. J'ai eu l'occasion, comme vous voyez la photo, ça fait quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller avec Edmond Dunias et d'autres collègues pour regarder les interactions entre les bacs chasseurs-cueilleurs et les ignames annuels Dioscorea praeensilis dans les forêts du sud-est Cameroun. Et les bacs ont une technique particulière et un outil spécifique pour récolter les tubercules de ces ignames annuels. Ça peut faire une carotte qui est longue de 2 mètres et qui peut peser jusqu'à 28 kg et les reconstituer tous les ans. Donc, ils fabriquent, ils cherchent, d'abord ils trouvent la tige d'igname et ça c'est un truc tout discret, ça peut avoir une tige comme ça, sec, l'année sèche, la saison sèche. Il faut savoir comment le trouver et où le trouver, mais comme je vais vous montrer, ça c'est pas de problème. Une fois qu'on a localisé cette tige très discrète, il faut avoir un outil adéquat pour le déterrer. Donc il prend une longue
poteau et ils fondent le bout pour pouvoir déterrer. Et après quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de travail, ils enlèvent le tubercule, qui est complètement comestible. Ça peut même être mangé sans cuisson. Mais ça c'est uniquement une partie de l'histoire. Les baka ne sont pas prédateurs des ignames, ce sont des parasites. Ils pratiquent ce que Edmond Dunias appelle la paraculture. C'est une plante sauvage, pas domestiquée, mais elle est gérée de façon très intense. Donc, quand les baka enlèvent ce tubercule, ils prennent la partie de tête du tubercule, ils le coupent du reste et ils le repontent dans le trou. Et ils rebouchent le trou. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas savoir où se trouvent tous les ignames. Ils n'ont pas à les relocaliser chaque année. Ils savent où se trouve chaque pied d'igname et ils le récoltent régulièrement tous les ans. Et avec ce sol friable, plus riche en litière et matière organique, les ignames poussent mieux que dans le sol non remanié. Et donc, ce système, le rendement de la paraculture est maintenu, mais il faut deux conditions. D'abord, il faut que la canopée soit suffisamment basse. Les ignames à cycle annuel ne peuvent pas atteindre une canopée de 40 ou 50 mètres. Ils se trouvent mieux dans une canopée de 15, 20, 25 mètres. Et ça marche aussi uniquement si les gens laissent une partie suffisante des réserves pour que la plante puisse réatteindre ce canopée. Mais ces conditions sont réunies dans les jachères. Et Hirokazu Yasuoka, chercheur à Kyoto University, a montré que toutes les concentrations d'igname annuelles dans le sud-est du Cameroun sont toutes dans les anciens sites d'occupation humaine. Donc une ressource sauvage qui est concentrée dans un espace domestiqué. En fait, dans quelque sorte, l'occupation humaine crée des jachères qui sont favorables pour cette ressource sauvage, qui favorise l'occupation humaine de l'espace. Donc, en quelque sorte, en gérant cette plante des jachères, l'homme construit une niche écologique qui n'était pas présente sans son intervention. Ok, maintenant je vais passer à un autre type de ressources qui est concentré dans les jachères, les plantes médicinales. Souvent on parle de la forêt dense humide, la forêt tropicale, comme source de plantes médicinales. Mais en fait, les ethnobotanistes, quand ils regardent, ce n'est pas les forêts matures qui sont la source de la plupart de ces médicaments. Les adventices et les arbres pionniers de la végétation perturbée des jachères contribuent disproportionnellement aux plantes domestiquées. C'est surtout dans les jachères où les gens vont chercher les plantes médicinales. Ce papier et d'autres soulignent cette tendance et aussi ils essaient d'expliquer. Donc il y a une explication qui semble facile, la proximité. Là, la végétation perturbée, c'est plus proche du village. Les gens peuvent aller dans la végétation perturbée, chercher des plantes médicinales. C'est beaucoup plus facile qu'aller loin dans la forêt mature. Mais Stepp et Moorman ont montré que ce n'est pas toute l'histoire. Il y a aussi des différences biochimiques entre les plantes de la végétation perturbée des jachères et les plantes de la forêt mature. Et ça a encore à faire avec cette distinction entre stratégie d'acquisition de ressources qui caractérisent les plantes de la jachère et les stratégies de plutôt conservation des ressources qui concernent les forêts matures. Regardons quelques dimensions de ces deux stratégies encore. La stratégie conservation des ressources dans les plantes de la forêt mature, les gros arbres, ces stratégies misent sur la protection efficace d'organes à durée de vie longue, le bois,
les feuilles ont tous une durée de vie plus longue chez les arbres matures, de la forêt mature, que de la jachère. Et la végétation secondaire, avec une stratégie d'acquisition de ressources, mise sur la croissance rapide et le renouvellement rapide des organes, même s'ils sont détruits, la plante a des feuilles jetables, elle peut facilement remplacer avec d'autres. Et donc, côté gauche, ça implique un fort investissement dans la défense, et pour les plantes à stratégie d'acquisition de ressources, il y a la sélection favorise des défenses peu coûteuses pour la plante. Regardons maintenant comment on peut regarder ça par rapport aux idées sur l'évolution des défenses optimales des plantes. Il y a deux grandes idées qui prédominent dans ce domaine. D'abord, l'idée de Feeney sur plant apparency. Il fait la distinction entre défenses quantitatives qui sont des inhibiteurs de digestion. Ce sont des tanins et autres composés polyphénoliques qui, il faut produire beaucoup, mais ils sont très très robustes, très très résistants à la détoxification et à la dégradation. Il faut produire plus, mais on a une défense très efficace. Tandis que les plantes à stratégie d'acquisition de ressources ont des défenses qualitatives. C'est comme si la plante se demandait comment je peux me défendre si je n'ai pas les ressources pour faire beaucoup de tanins. Ah, j'ai une idée, je vais fabriquer une alcaloïde comme le strychnine ou le rhéanine, quelque chose qui est toxique à très faible dose, et je peux me protéger de façon très très bon marché. Ça colle aussi avec les idées de Coley et al. Qui axent plus sur la disponibilité des ressources, et ils ajoutent que ces défenses quantitatives, les tanins et compagnie, sont des défenses immobiles, c'est-à-dire une fois qu'ils sont faits, ils restent dans l'organe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils n'ont pas de coût de maintien. Une fois qu'ils sont fabriqués, ils sont stables. Et ça les adapte aussi pour la défense d'un organe à durée de vie très longue. Parce qu'une fois, mais ils n'ont plus de coût. Le coût est le même si la feuille perdure 1 an ou 10 ans. Tandis que les défenses mobiles peuvent être mobilisées de ces organes à durée de vie courte. Ah merde, ok. Donc, ça, des défenses immobiles qui sont bons pour les organes à durée de vie longue. Ok, je vais zapper là-dessus. 2-3 diapos d'une thèse exceptionnelle qui a été faite dans notre laboratoire il y a quelques années. Stéphanie Carrière a regardé comment les paysans gèrent la jachère de façon à accélérer la reconstitution de la végétation. Elle a regardé les Ntoumou du sud du Cameroun, et dans leur jachère, ils laissent des arbres isolés. Et ils appellent ces arbres les orphelins de la forêt. Et elle a posé la question, est-ce que ces arbres ont un impact sur la dynamique de la succession? Et la réponse est oui. Elle a mis des pièges à graines sous les arbres et loin des arbres, et elle a trouvé que la pluie de graines est plus abondante sous les arbres isolés, surtout si ces arbres isolés sont des arbres à fruits charnus qui vont attirer les animaux frugivores. Les arbres à fruits secs, ils servent uniquement comme perchoir. Ils ont un effet, mais beaucoup moins que les arbres à fruits zoochores. Okay? Et donc, en fait, ces arbres isolés constituent des noyaux où la succession peut commencer, et donc ils accélèrent la reconstitution de la végétation dans la jachère. Ok, j'arrive à la dernière partie, si je peux avoir quelques minutes encore. J'ai fait l'éloge de l'agriculture itinéraire sur brûlis à jachère longue comme un système traditionnel, longue durée, mais
Et ça a donné lieu au livre de Betty Meggers, très influent, qui dit que les sols tropicaux lessivés imposent beaucoup de contraintes parce qu'ils ils ont une faible capacité de retenir des cations, ils ont une matière organique qui se dégrade très rapidement, donc malgré la forte production, peu d'accumulation de humus. Et son idée est que les populations humaines denses en Amazonie étaient restreintes aux plaines fluviales, les varzias et compagnie, et que dans les interfluves, sur les terres rouges lessivées tropicales, il n'y avait que les petits groupes qui faisaient l'agriculture itinérante sur roulis à Jaccherland. Mais là, le géographe William Dinovan a posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire l'agriculture itinérante sur Brûlis à Jaccherland avec des arches en pierre? Ça aurait nécessité beaucoup de travail de couper des grands arbres après une Jaccherland avec les arches en pierre. Et son idée est que, oui, il y avait une agriculture dans les Arzea, dans les plaines inondables, mais c'était trop risqué pour l'inondation. Donc, selon lui, l'agriculture a été conduite sur les formes paléoripicoles avec des sols relativement bons, mais pas soumis à l'inondation fréquente, mais aussi sur le terrain fermé près des fleuves. Okay? Pour Dinovan, l'expansion de l'agriculture itinérante sur Brûlis est un phénomène post-conquête qui avait besoin de l'introduction des outils en fer. Et pour lui, ce type d'agriculture n'est pas vieux, elle est récente. Mais comment, diable, les agriculteurs ont-ils pu contourner les contraintes bien connues de ces sols rouges lessivés tropicaux? Peu de humus, le kaolinite a une faible capacité de retenir les cations. Comment ils ont fait l'agriculture là-dessus? Et donc, en quelque sorte, c'est une histoire analogue à celle des ignames sauvages à cycle annuel. L'occupation humaine sur la longue période a transformé les sols. Les oxysols, dans beaucoup d'endroits, sont devenus des sols noirs, comme ça. Si on regarde la minéralogie, c'est la même chose, mais ils sont noirs et ils ont beaucoup plus de fertilité. Ils ont une plus forte capacité de retenir des nutriments. En fait, leur qualité agronomique, c'est semblable à celle des sols de bonne qualité agricole des moyennes latitudes. Ces sols noirs sont riches en fragments de céramique. Donc, ce sont des sols qui ont été occupés depuis longtemps par des denses concentrations d'eau. Ils ont aussi beaucoup de charbon. Et là, c'est intéressant parce que c'est une forme de matière organique qui, même dans les climats tropicaux humides, forte température et humidité, forte activité biologique, c'est une forme de matière organique qui peut être stockée dans le sol. OK? OK, donc je vais terminer rapidement. En fait, en faisant une combustion incomplète du bois, ils produisent des composés polyaromatiques qui, en fait, imitent les propriétés chimiques des argiles à forte capacité de rétention de cations. Ils remplacent, du point de vue fonctionnel, les argiles dans ces sols, donnant lieu à des sols beaucoup plus fertiles que les oxysols d'origine. Donc une recette, prendre du charbon, ajouter des nutriments avec l'occupation constante et lentement on fabrique un sol qu'on peut utiliser de longue durée sur ces milieux. Et donc, encore une fois, comme les ignames, l'occupation humaine sur une longue période donne lieu à l'accumulation de nutriments et de charbon qui fait des sols plus riches et résilients qui favorise l'occupation humaine. Encore une fois, l'homme a construit sa propre niche écologique dans ce système. Donc, je vais aller très rapidement aux dernières deux diapos de ma présentation. En fait,
l'agriculture itinérante brûlée à Jacques-Chère-Long est soumise à certaines zones, à un raccourcissement de jachère, et les conséquences ont été étudiées par Oliver Coombs et ses collègues dans l'Amazonie péruvienne. Dans une zone près de Iquitos, là, il y a peu de terre, raccourcissement des jachères qui est montré là. Montré là rapidement, ce raccourcissement des jachères est plus fort pour les familles qui sont pauvres en terre. Mais il y a une autre chose qui se passe dans ces mêmes endroits. Il y a une demande croissante des populations urbaines pour le charbon de bois et donc une augmentation de la production artisanale de charbon. Et avec cette pénurie de terre, les gens se trouvent faisant de plus en plus des agriculteurs sur les anciens sites de charbonnage. Et Coombs a trouvé que la plus forte fertilité de ces sols anciens sites de charbonnage compense le raccourcissement de jachères. En fait, c'est une innovation autochtone, mais en quelque sorte, c'est le vieux vin dans de nouvelles bouteilles. Ils sont probablement revenus après une phase de 500 ans d'agriculture itinérante sur roulis à Jacques-Chère-Long vers un système qui ressemble à ce qui caractérisait l'Amazonie pendant beaucoup plus longtemps. Donc, merci rapidement. Malgré le leçon d'histoire ce matin,